Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local, porte-parole de porte-voix, de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard. Mathieu Baccialone, bonjour, communicant, bonjour, président de M2B Conseil. Arnaud Stéphane, vous êtes également communicant, fondateur de l'agence La Note de Com. Et Jean-Baptiste Moreau, vous êtes porte-parole aujourd'hui, du think tank Agriculture Stratégie, ancienne agriculture. Pas mal d'actualités françaises après plusieurs jours passés à parler de l'Iran, pardon. On va parler du Mercosur, on va parler des arrêts maladie. Est-ce qu'il faut les limiter dans le temps? Les chèques vacances pour les retraités de la fonction publique, est-ce que c'est normal? Bref, beaucoup de sujets avec vous. Allez, on commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Baptiste, on va commencer avec vous. Oui, je m'en suis pris sur Twitter. C'est un sujet que vous avez abordé les jours derniers sur la créolisation de la langue, parce que c'était a priori un colloque. Nous, on l'a pas traité, on n'a pas eu le temps, mais on vous écoute. C'était a priori parce que Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'il n'y avait plus de langue française, qu'on ne devrait plus l'appeler langue française, c'était langue créole. Mais c'était un colloque, je pense, organisé par Aurélien Taché, que je connais bien, puisque j'ai été élu avec lui en 2017. Et vous voulez qu'on l'écoute, le son de Mélenchon? Ah oui, on va l'écouter, c'est toujours un plaisir. Si quelqu'un pouvait trouver un autre mot que langue française pour qualifier notre langue, je ne vous cache pas qu'il serait ou elle serait la bienvenue. Pourquoi? Parce que, premièrement, les Français eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont francophones, ils parlent leur langue maternelle et du coup, ils oublient de regarder souvent autour d'eux. La vérité, c'est que la langue française n'appartient plus à la France et aux Français depuis fort longtemps, puisque 29 nations l'ont comme langue officielle. Totalement débile. Et alors? Oui, c'est la logique, et j'ai réagi parce qu'en plus Taché s'est fait attaquer parce qu'il a comme d'habitude, il a fait des tweets plein de subtilités avec plein de fautes lexicales, de syntaxe et autres, et aux internautes qui lui reprochent ces fautes de syntaxe, il explique que c'est du mépris de classe. Donc c'est ça qui m'a fait plus réagir qu'encore qu'autre chose, parce que derrière ça, il y a toute cette logique de la gauche qui assimile en fait la pauvreté à l'inculture, quoi. Globalement, les pauvres sont forcément incultes, et donc il faut abaisser le niveau pour se mettre à leur niveau, ce qui est complètement faux. Enfin, moi, je viens d'un milieu populaire, et le désir des milieux populaires, c'est que leurs enfants soient plus intelligents qu'eux, travaillent à l'école et arrivent à sortir, s'ils le veulent, et à choisir d'autres voies et sortir de leur classe populaire. Et toute cette gauche, elle ne vise qu'à assigner à résidence les classes populaires pour leur servir de carburant électoral. Mais elle ne vise absolument pas à sortir les pauvres de la misère. Et tout ce truc là sur la créolisation de la langue, c'est exactement ça. C'est parce que on a des difficultés d'apprentissage sur la langue, sur la syntaxe, sur le vocabulaire, sur l'orthographe. Et puisque c'est ça, on abaisse le niveau pour se mettre à la portée de tout le monde, plutôt que d'essayer d'élever le niveau des gens, quoi. Mais c'est toute la logique de cette gauche là qui n'est pas de la gauche républicaine, qui est une gauche misérabiliste et qui m'insupporte au dernier des deux. C'est surtout de la bêtise absolue. Genre Aurélien Taché qui dit ce qui est ridicule, c'est d'avoir été Premier ministre et de ne pas savoir que la langue française est aujourd'hui plus parlée en Afrique qu'en France. Comment on peut dire c'est une langue vivante, donc évidemment qu'elle s'adapte, évidemment qu'il y a des apports d'autres langues, mais ça reste la langue française et avec ses principes demandez à un Américain quelle langue il parle, il va vous répondre l'anglais, English. Et surtout Aurélien Taché qui parle de la langue française. Je sais pas si vous avez vu cette petite erreur qu'il a faite. Vous avez pas vu ça? À la petite semelle, il a dit il a dit homme de lettres que vous prenez, comptable en grande pompe avec un S. Voilà, la petite semelle, c'est comme le bouquet mystère le bouquet mystère. Il y avait une journaliste sur LCI qui avait fait ça. Il était devenu le bouquet mystère de sa famille. Bien sûr. Voilà. d'Antoine. Non mais il y a un truc. Il y a un plein. Ingénieur à Grenoble. Oui. non mais à la petite semelle, quoi. Mais au point où on en est, c'est pas grave. Il y a un outil formidable aujourd'hui, c'est le site de l'INA. Ouais. Je vous invite à aller voir le site de l'INA et vous allez regarder un reportage qui a été fait sur ces bergers philosophes. Ouais. Ce sont des bergers qui expliquent
par un reportage dans les fin des années 60. Qu'est-ce qu'ils lisent quand ils sont dans les alpages Et ce sont des philosophes. Il y en a même qui ont traduit des livres, ils les ont lus en version originale. Ils ont appris l'allemand parce qu'ils avaient le temps. Et ce sont des bergers. Voilà, c'est pareil. Et c'était pas des gens qui avaient quitté leur métier où ils étaient anciens élèves de Normal Sup pour devenir bergers. C'est pas du tout ça. Ce sont des vrais bergers. Et puis il y a un autre documentaire. On s'intéresse aux ouvriers, on va dans une cantine, dans une usine, et on leur demande qu'est-ce qu'ils lisent. Et on est dans les années 70. Et ben vous serez très surpris. Parce que les gens avaient une vraie culture, ils étaient très curieux, ils lisaient des livres, et ils étaient amoureux de ça, ils en étaient très fiers. Parce que c'était leur fierté. Et puis un petit souvenir personnel, comme tout le monde, j'ai ma maman et j'ai ma mère qui nous écoute d'ailleurs. Ma mère est née en 1948, a été élevée en nourrice dans le sud-ouest. À côté de Pau, il y avait rien, il y avait dans une ferme avec les toilettes dans la cour. Ma mère fait 0 faute d'orthographe, 0 faute de français, et elle continuait à lire un livre ou 2 par semaine. Ouais, voilà. Bien sûr. Bon bah voilà. Donc cette histoire de la pauvreté, on est obligé de s'adapter, on va prendre le l'étiage le plus bas, faut arrêter. Oui, Yves Damécour, ça vous fait réagir? Moi, je suis un peu déçu de cette culture de Mélenchon et de la France insoumise là. En fait, la créolisation, c'est un processus de linguistique. Donc toutes les langues sont des créoles. Voilà, le français, c'est un créole des différents patois qui étaient parlés en France, les différentes langues françaises de romain, etc. Beaucoup de l'anglais, c'est un créole de français, de normand et de langue gaélique. Moi, j'ai habité 5 ans en Guadeloupe et notamment, j'ai un cher ami qui s'appelle Hector Poulet qui a écrit le premier dictionnaire créole des Antilles françaises. Mais aux Antilles, il y a plusieurs créoles. Et donc, forcément, aujourd'hui, si vous allez sur une terrasse de café et que vous demandez un kawa, c'est un mot arabe qui permet de se faire comprendre en français. Et donc, voilà, il y a énormément de mots communs aux différentes langues. Je vais souvent au Congo-Brazzaville et parmi les auteurs français les plus réputés dans le monde, il y a des auteurs congolais qui écrivent une langue française parfaite, etc. Et elle n'est pas matinée de lingala ou comme le dit Mélenchon. Enfin, tout ça, c'est complètement aberrant. Et je sais pas, il cherche un nouvel électorat. Mais il cherche à diviser surtout, parce que la langue française, c'est ce qui fait notre unité. Et en fait, le fait de ramener à la créolisation, c'est de le découper. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est la capacité qu'a Jean-Luc Mélenchon et qu'ont les insoumis en règle générale à trouver des nouveautés pour diviser. En permanence. Et qu'on parle d'eux, et ça réussit puisqu'on le fait. C'est réussi, mais il y a toujours cette capacité d'innovation qui est assez phénoménale, qu'on peut le reconnaître, sur la division, et le fait d'amener toujours des sujets au lieu de pour cliver, pour monter les gens les uns contre les autres, pour faire toujours, en plus il y a toujours ce côté de dévaloriser la République, dévaloriser les pratiques. Voilà, je pense que les Français en plus sont très éloignés de ces problématiques-là, donc en réalité ils se sont fait plaisir et voilà. Bon, on va marquer une pause. On parlera encore de la France insoumise avec vous dans un instant, Arnaud. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci pour vos émissions et... Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Yves Damécour, viticulteur, ancien élu local, porte-voix de Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard, Mathieu Bachalone, communicant, président de M2B Conseil, Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com, et Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur et ancien député. On va revenir sur je sais pas si c'était une découverte, mais en tout cas des chèques vacances pour les retraités de la fonction publique. Trouvez-vous cela normal? Est-ce qu'il faut arrêter ou limiter, pas arrêter, mais limiter les arrêts maladie dans le temps pour sauver la Sécu? La France et le Mercosur, ce bras de fer qu'elle risque de perdre. Et puis, il y a toujours cette question des mariages avec des personnes en situation irrégulière qui ressurgit. Vous avez certainement suivi ce qui s'était passé à Béziers. On continue avec notre tour de table. Yves Damécour, un coup de gueule. Oui. En fait, moi je suis viticulteur et en ce moment on essaye de trouver de nouveaux marchés pour nos vins et il y a notamment un marché qui se développe beaucoup qui est l'Afrique subsaharienne et donc on commence à vendre des vins au Congo, au Rwanda, voilà. Et donc là je viens d'expédier 2 palettes de vin à Brazzaville et à Pointe-Noire au Congo et donc je m'aperçois que les palettes de vin pour aller au Congo vont partir à Hambourg. Et de Hambourg, elles repartiront au Congo. Et donc, j'ai un petit peu regardé ce sujet. Et pourquoi ? Eh bien, en fait, il s'avère que les 3/4 des containers qui arrivent et partent de France partent des ports d'Europe du Nord,
Anvers, Rotterdam et Hambourg. Un porte-container, c'est 16 000 containers. 16 000 containers, c'est 16 000 boîtes. C'est donc 8 000 camions. 8 000 camions, c'est 97 kilomètres de camions. Et donc, regardez par exemple, la moitié de tout ce qui est livré en Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive des ports du Nord. Oui. Et donc, ce sont des milliers de camions qui traversent l'Europe de nord vers le sud pour alimenter la région PACA, alors que Marseille est un port renommé, actif et qui est bien placé. Donc le Havre, Marseille, Dunkerque, qui sont des ports qui devraient se développer, en fait, n'arrêtent pas de perdre des parts de marché. On manque d'infrastructures pour rallier ces ports aux zones de production. Et il y a beaucoup de difficultés dans ces ports d'organisation, etc. Et donc les transitaires se plaignent de la mauvaise qualité de nos ports français. Et pendant qu'on est en train d'essayer d'imposer des hôtes de faible émission à nos Français qui veulent aller à la préfecture pour des démarches administratives, eh bien, on met des camions sur les routes, on fait des grands discours sur la transition écologique, et en fait, on est incapable de recevoir les porte-containers dans les ports français, et on les fait venir d'Europe du Nord, et on met des camions sur nos routes. Voilà. Ah, c'est-à-dire que vous êtes dans le sud-ouest, oui. Vos palettes, elles partent dans le nord, à Hambourg, pour repartir vers le sud, à Pointe-Noire, au port de Pointe-Noire, et ensuite vers Brazzaville. Oui. Voilà. Et donc Non, mais l'essentiel du commerce européen, moi j'étais président d'une coopérative qui avait une filiale à Rotterdam, donc je suis régulièrement allé à Rotterdam et au port de Rotterdam. L'essentiel des marchandises à l'entrée à l'Union européenne et à la sortie passe par Rotterdam, en fait. Hein. Effectivement. Mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Non. Mais il y a eu un papier très intéressant dans le Figaro qui parlait justement de ces problèmes d'infrastructure que nous avions en France, et notamment ce serpent de mer qui est le canal nord-sud en France, qui permettrait justement de manière fluviale de faire passer du nord au sud, sans justement que tout ce qui soit en Europe passe forcément par les pays du Nord. Oui. Parce qu'il n'y a pas que nous, hein. C'est-à-dire que c'est un marché qui a été organisé comme ça. Mais nos amis hollandais et nos amis allemands sont meilleurs suffisamment que nous. Voilà, et depuis bien longtemps. Et ils ont trusté cette activité. Donc c'est sûr. Mais une grande partie de l'Europe est dépendante des ports du Nord. Ça, c'est clair. Totalement. Et en plus, les infrastructures fluviales n'ont pas été mises en place. On n'a pas fait les travaux. Donc, on est obligé de passer par les camions. On en parlera tout à l'heure au niveau du Mercosur. Je vous passe les contrôles au port à Rotterdam qui sont à géométrie variable par rapport à ce qui serait s'ils étaient vraiment faits dans les ports français. Mais c'est surtout aussi le double discours, ce que vous dites, c'est-à-dire le discours écologique. C'est même pas fait ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est que c'est un deux poids deux mesures complètement absurde et kafkaïen, quoi. Alors qu'en fait, la France est présente sur tous les continents. Qu'on pourrait, en plus de ça, équiper nos territoires d'outre-mer, nos départements d'outre-mer, la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Papeete, etc., pour avoir une circulation mondiale des marchandises, s'appuyer sur nos ports français et nos ports outre-mer. Et en fait, il n'y a aucune politique sur ce sujet-là. Par contre, on continue, comme disait Pompidou, à emmerder les Français. Et alors, Mathieu Bachelard. Ce qui est assez intéressant sur politique publique, ça peut paraître un détail, mais vous vous souvenez, autrefois, il y avait un ministère qui s'appelait le ministère de l'équipement. Oui. Aujourd'hui, il y a un ministère des Transports, mais faudrait regarder parce que ça change en fonction des gouvernements. Je suis pas sûr que ce soit encore un ministère, c'est peut-être un ministère délégué. Il y a même des fois où c'est relégué. C'est souvent un secrétaire d'État. Et d'ailleurs, on n'entend pas parler le ministre des Transports, on entend parler généralement quand il y a une catastrophe ferroviaire ou un problème, voilà. Alors qu'en réalité, le vrai sujet il est là-dessus, c'est-à-dire que l'écologie peut être pensée et doit être pensée pour avoir des résultats concrets en termes d'infrastructure et en termes d'innovation et d'investissement. Et moi, je pense que le fait qu'on n'ait pas ce ministère, ce grand ministère qui est un ministère de l'équipement, mais qui est aussi un ministère de l'aménagement du territoire. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Tout ça est assez lié. Ce que j'allais dire, c'est qu'il faudrait, c'est une vraie vision de l'aménagement du territoire, ce qu'on n'a plus depuis 20 ans dans ce pays. Et penser l'écologie au travers des transports, au travers de l'aménagement du territoire, au travers de tout ça. Le dernier ministre de l'aménagement du territoire, c'était Charles Pasqua, qui avait pris dans son ministère Jacques Voisard, qui était le pape de l'aménagement du territoire, et ils ont fait des choses intéressantes. Mais tous les diagnostics qu'ils avaient faits sont encore valables aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, voilà, on parle de souveraineté, on parle d'écologie, et en fait on s'assied dessus et on fait rien pour. Non, puis il n'y a aucune réflexion sur les infrastructures. Pourquoi ils se mettent à boire, les Africains, du vin ? Parce qu'il y a une classe moyenne qui est en train de grandir. D'accord. Et parce que la France, le français et les vins français, contrairement à ce que pense Monsieur Mélenchon, c'est une partie de leur identité. C'est une partie de leur histoire. Et quand on boit un peu de vin français, on boit un peu de droits de l'homme, on boit un peu on boit des tas de choses, on boit des valeurs, on boit pas que du vin. Mais c'est un phénomène relativement nouveau.
Champagne et vin, champagne. Ouais, c'est relativement nouveau. Disons que il y a une partie de la population qui a un pouvoir d'achat qui augmente et qui s'intéresse aux vins français. Alors ils n'achètent pas des crus classés, des grands crus, mais les vins que nous on produit dans la région de Bordelaise, dans l'entre-deux-mers, qui sont des vins accessibles. Eh bien, il y a un vrai marché. Un marché intéressant. Pour le dire à Jean-Luc Mélenchon, je n'avais pas vu sa dernière sortie qui dit en Normandie, il sévissait un alcoolisme épouvantable. On n'avait jamais vu ça. Chez les musulmans, ça n'existe pas une chose pareille. Donc, faudrait dire, je pense que tout est pour Jean-Luc Mélenchon, prétexte à diviser, à stigmatiser, c'est la déchéance totale. En plus, c'est un homme de culture. Je comprends pas qu'il se vautre dans ces conneries-là. Mon père travaillait dans le TP. Il se trouvait que quelquefois j'étais mis à la porte de mon école, donc je faisais la tournée des chantiers avec mon père, qui me gardait sous la main comme ça. Je peux dire que la consommation d'alcool dans les bistrots de banlieue à l'époque, on parle des années 80, n'était pas, était assez partagé entre Français de souche et Français d'origine étrangère ou de travailleurs immigrés. Il choisit ces sujets parce qu'on l'entend pas beaucoup parler des risques que fait peser sur l'hygiène et la qualité de la viande de l'abattage rituel sans étourdissement avant abattage. Oui, absolument. On continue avec vous. Alors, je ne sais pas on va peut-être marquer une pause, comme ça on aura le temps sans être interrompu par la pub. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Alors, on continue avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Arnaud, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule que j'ai nommé Laquais des brumes. Oui. LAQAI. Oui. Nous ne sommes jamais déçus quand il s'agit de LFI et d'une NFP en général, mais Mathilde Panot, c'est autre chose, c'est une autre catégorie, un niveau d'excellence dans son style. Rien ne manque, le style, le rythme télégraphique, les formules fin Lénine, début Staline, trotskiste certes, c'est pas facile à dire, trotskiste certes, mais on partage avec le moustachu une phraséologie particulière. Le discours de Mathilde Panot hier à l'Assemblée nationale sur la situation au Proche-Orient était un modèle du genre. Le président Macron était donc décrit comme le laquais des États-Unis et d'Israël. La formule est vieille comme le goulag, mais son côté suranné est une sorte de persistance. Mais elle est aussi paradoxale. Les laquais est un valet. Il est aussi synonyme de servilité. Pauvre laquais, travailleur pauvre, souvent exploité, qui la plupart du temps n'était pas ou peu payé. Le théâtre français est plein de cette phrase. Mes gages. Ensuite, il y a chez Mathilde Panot une volonté de déshumaniser l'adversaire en le renvoyant à un état de soumission à un ennemi fondamental, Israël. Parce que c'est bien ça, quand on dit vous êtes le laquais des États-Unis et d'Israël, c'est Israël le message. Laquais des USA et d'Israël n'a pas le même sous-titre que les surréalistes Vipère Lubrique ou le célèbre hyène dactylographe. Macron, dans l'esprit et le sphincter buccal de Mathilde Panot, c'est un sphincter, la bouche, buccal de Mathilde Panot, est un traître au service de l'État juif. C'est ça la phrase de Mathilde Panot. Grosse ficelle, donc l'objectif est le vote issu de l'immigration arabo-musulmane pour les élections municipales de 2026. Et tout d'un coup, les vigilants qui voyaient le retour de la bête immonde tous les 4 matins nous parlaient des heures les plus sombres, des bruits de bottes, les voilà tétanisés par le rayon paralysant de l'islamo-gauchisme. Pas de tribune dans le monde, pas de manif entre République et Bastille, les grandes consciences ont mal aux pieds. Regardez la mobilisation pathétique pour Boualem Sansal quand pendant des années on pétitionnait à la chaîne Rive Gauche pour Fernando Lopez, injustement enfermé dans les geôles fascistes boliviennes, parce qu'à l'époque les geôles étaient fascistes. Là, rien, Nib, Walou. Mathilde Panot peut faire des discours sur les laquais des Juifs, essayer de relativiser la Shoah en employant le terme génocide pour décrire la situation certes très difficile et horrible pour la population locale à Gaza, le tout sous le regard détourné d'élites intellectuelles et médiatiques que l'on avait connues tatillonnes sur le vocabulaire et cherchant les non-dits sur n'importe quel discours de droite. Au fait, Tartuffe avait-il un laquais ?
Ah, très bien tourné. Effectivement, commentaire, vous l'avez entendu, j'imagine. Oui, j'ai du mal à entendre Mathilde Panot plus de 2 secondes et demie, en fait, à vrai dire. Et quand j'étais dans l'hémicycle à l'époque, c'était même pas possible parce qu'elle hurle tellement que c'est insupportable. Enfin, elle a un phrasé, une façon de parler qui est... Non, c'est agressif. Enfin, elle est agressive en permanence, même quand vous la croisez dans les couloirs, elle est agressive. Enfin, c'est insupportable. Des gens comme ça, je comprends pas que des gens comme ça puissent être députés. En plus, elle fait des leçons à tout le monde. On sait même pas ce qu'elle a fait vraiment de sa vie. Jamais grand chose globalement. Voilà, mais puis oui, il y a toujours ce relent antisémite en permanence. Et elle a que l'injure à la bouche globalement de toute façon. Donc. Ouais. Commentaire, Mathieu Bachelot. On voit bien que les thématiques mises en avant par les Insoumis sont totalement à but effectivement électoraliste, communautaire. On avait commencé à en parler ici, souvenez-vous, l'an dernier, c'est Rima Hassan, la première qui a commencé lors des européennes. Vous vous rappelez, une campagne des élections européennes, elle n'a pas parlé une seule fois d'Europe. D'ailleurs, ça a continué, puisque dans son mandat au Parlement européen, elle ne parle jamais d'Europe, elle est uniquement sur le sujet de Gaza. Et on voit que elle a ouvert la voie, puisque désormais, la plupart des figures de proue de la France insoumise ne parle quasiment plus que de ce sujet et l'exploite jusqu'à la corde, alors que les élections municipales seraient normalement, si on est naïf, on devrait plutôt parler des problématiques des enjeux locaux. Ce ne sera pas le cas, on le voit bien. Ils ont décidé qu'ils voulaient avoir des scalps de plusieurs maires, notamment des maires de gauche. Je pense à notre ami Mickaël Delafosse à Montpellier, qui va avoir une coalition contre lui avec les idiots utiles de la France Insoumise qui sont Europe Écologie Les Verts, qui ont décidé de ne pas participer à la future majorité de Mickaël Delafosse. Donc, quels seront les enjeux? Est-ce qu'on va parler des enjeux qui intéressent les Montpelliéraines et les Montpelliérains? Je ne pense pas. Ça va être encore une campagne. Je dis Montpellier, mais c'est parce que c'est la ville à laquelle je pense. Mais il y aura ça, à mon avis, à Paris, avec la liste Chikirou qui va encore se vautrer dans ce genre de choses. Oui, et puis Mickaël Delafosse, c'est un des rares élus de gauche à être vraiment très ferme sur tout ce qui est laïcité et le respect de la laïcité. Et donc du coup, on va voir qu'à mon avis, ça va continuer, ça va s'amplifier lors des élections municipales avec pas mal d'élus, notamment de maires sortants, Delafosse et d'autres, qui vont devoir affronter ce type de campagne sur lesquelles les enjeux locaux seront pas du tout au cœur des enjeux, mais pour essayer de récupérer un électorat. Oui. Tout cela est cousu de fil blanc et j'espère que les musulmans raisonnables qui écoutent les leaders de la France insoumise ne tomberont pas dans le panneau. Panneau, voilà. Panneau. Voilà. Je voulais vous faire réagir sur cette campagne lancée par le ministère de l'égalité, Il y a un ministère. c'est le. Alors c'est Aurore Berger, les campagnes de lutte contre les mutilations sexuelles. Donc ça dit toutes et tous égaux. La campagne, c'est impatiente à l'aller, mutilée au retour, pour parler de l'excision. Donc campagne de sensibilisation, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce que il n'y a pas des mesures un peu plus importantes à prendre? J'entendais Elisabeth Lévy ce matin qui en a fait son papier et qui expliquait que la Seine-Saint-Denis est un des lieux où il y a le plus de fillettes excisées. Il faut en parler parce que justement ça existe encore et qu'on pourrait penser que en France ça n'existe pas. Et de fait, l'excision elle se fait pas en France en fait. C'est pour ça que les vacances c'est fait pour s'amuser. Pas pour être mutilé. Il retourne au bled, la gamine qui va se faire exciser va dire c'est pas bien. Non, mais c'est les entourages et c'est les familles qu'il faut essayer de sensibiliser. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre réponse qu'une campagne de prévention, c'est-à-dire d'intervenir de façon... Peut-être qu'il y en a d'autres, mais laquelle? Enfin, je veux dire, si c'est les parents qui prennent la décision d'emmener leur fille se faire exciser au Maghreb ou en Afrique noire, ils vont pas communiquer à la terre entière avant de le faire. Donc, vous n'allez pas faire des comment ça s'appelle, des visites médicales avant, après les voyages pour tout le monde. C'est un vrai problème l'excision. Je veux dire, c'est un vrai sujet. Il y a des suivis, normalement il y avait des suivis scolaires à une époque, mais c'est a posteriori. C'est toujours a posteriori. Est-ce qu'on pourrait pas faire évoluer la loi pour que l'excision soit non seulement interdite sur le sol de France, mais interdite tout simplement et punie, quoi?
comme un acte de barbarie. Bien sûr. Ça probablement est puni et au niveau de peut-être même des retraits d'autorité parentale. Pourquoi pas? Il faut peut-être aller jusque là. Oui. Il y a, je voyais le manque de courage du ministère chargé de l'égalité sur la question bouleversante de l'excision est absolument révoltant. La lutte contre cette mutilation passe par un examen factuel de qui se livre à cette pratique en alliant prévention et répression. C'est-à-dire qu'il manque quand même, ce volet répression pour être mis en place. T'as raison. Je pense que les grandes campagnes c'est bien gentil, mais bon. À part dire l'excision c'est pas bien, je pense que normalement la plupart des personnes sensées vont être d'accord avec ça. Enfin, j'espère. Non, il faut qu'il y ait une réponse assez ferme qui doit aller, à mon avis, qui doit aller sur le terrain pénal et sur le terrain avec des réponses, une réponse pénale assez forte qui va, à mon avis, jusqu'à le retrait de l'autorité parentale. Sinon, on a beau faire toutes les campagnes qu'on veut. Enfin, ce sera très beau, le message sera très beau, mais ça aura aucune incidence. Je sais que nos amis, je dis nos amis, parce que tout le monde est notre ami. Bien sûr. Voilà. Nos amis magistrats ont des pudeurs de jeunes filles ou de jeunes garçons, souvent d'ailleurs, à réunir la commission d'actes de barbarie. C'est le cas. Une enfant qui est envoyée dans un autre pays et on l'excie, c'est un acte de barbarie. Intéressant d'avoir. Je veux dire, quand il y a la réunion de la commission d'actes de barbarie, les peines sont très lourdes. Non, elle se réunit pas beaucoup. On va marquer une toute petite pause et puis on va parler avec vous, Mathieu Bachelon, du Mercosur, avec la France qui risque de perdre son bras de fer. On va tout vous dire dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est André Berkoff. Tous les jours, de midi à 14h, on explore non seulement l'actu, mais les coulisses, mais la mécanique de ce qu'on vous cache, de ce qu'on ne vous dit pas sur tous les sujets de société, de politique. C'est dans Berkoff, dans tous ses états. À tout à l'heure, à midi. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue nos débats et le Mercosur, c'est évidemment l'actualité. C'était ce dont vous vouliez parler, Mathieu Bachelon. Le Mercosur. Peut-être refaire un petit point sur. Donc c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud. La France rejoint par notamment des pays comme la Pologne, la Hongrie et l'Autriche, je crois, a mené un petit peu la contestation, puisque donc en décembre, je rappelle, Madame von der Leyen a signé un préaccord malgré l'opposition de la France et de ces pays-là. Sur cet accord qui, rappelons-le, va grandement fragiliser les filières agricoles françaises et d'autres pays européens. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, on n'arrête pas de dire que les Français sont contre l'Europe, qu'il faut plus d'Europe, qu'il faut s'ouvrir, que être souverainiste, c'est quasiment être un fasciste. Oui. Mais comment ne pas comprendre les réactions lorsqu'on voit cet amateurisme et le fait que la France se fasse une nouvelle fois marcher dessus par la Commission européenne. Oui, c'est-à-dire qu'il risque de passer en force, c'est ce que dit Annie Genevard. En plus, évidemment, cet accord profite globalement aux Allemands, puisque on ne vous aura pas échappé, que ça va permettre à l'industrie automobile allemande de d'écouler ses berlines en Amérique du Sud. Voilà. Sauf que quand on est un pays qui a une filière agricole, on va parler bien dans le micro, sous le contrôle de Jean-Baptiste, bien évidemment, qui connaît mieux le sujet, mais de savoir que les agriculteurs sont furieux et vont être encore dans la rue, ce qu'on peut comprendre évidemment, mais quelle va être la réponse? Parce que Madame Genevard et tous les politiques français vont s'agiter en disant qu'ils vont essayer de trouver des solutions, mais la réalité, elle est que tant que la France ne frappera pas du poing sur la table et ne défendra pas ses intérêts de manière ferme en Europe, comme le font les Allemands. Les Allemands, on n'a pas les mêmes intérêts, mais on peut leur reconnaître que du coup ils défendent leur filière et qu'ils ont compris qu'il fallait les mécanismes de lobbying. Il n'y a pas c'est un gros mot en France, mais le mécanisme de lobbying auprès des instances européennes. Nous, on envoie toujours des députés européens qui sont peu ou prou les plus mauvais, parce qu'ils sont dont les partis politiques ne veulent plus en France. Et sinon, on a Rima Hassan et le RN qui sont incapables de défendre les positions françaises. Donc, on arrive à cette situation
où nos agriculteurs vont être grandement fragilisés par cette situation. Et j'en ai assez qu'en face, on nous donne toujours le plus d'Europe, comme pour paraphraser le général de Gaulle, ils sont sur leur comme des cabris. Alors je vais faire un peu l'ancien combattant, mais en 2019 déjà, Phil Hogan, à l'époque commissaire à l'agriculture, avait déjà dit que le Mercosur allait être signé, était imminent d'être signé, tout ça. Ce sur quoi le président de la République s'était à l'époque plutôt félicité de la signature prochaine de cet accord. Et moi, j'avais pris la parole dans la plus grande matinale radio de France. Et j'étais député à l'époque, macroniste, proche du président, et je le suis toujours. Et j'avais dit que c'était une immense connerie, que le Mercosur ne serait jamais un bon accord à partir du moment où il comprenait un volet agricole, pour la bonne et simple raison que c'est impropre d'avoir le même terme pour désigner agriculture au Brésil, par exemple, et en France. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, les grosses fermes en France, c'est des fermes qui n'existent même pas au Brésil parce qu'elles seraient ridiculement petites. Je veux dire, même une ferme de 1000 vaches au Brésil, c'est tout petit, c'est rien du tout. La traçabilité, ça n'existe pas. On a eu la preuve. Ils ont une seule chose, parce qu'aujourd'hui, on importe déjà de la viande d'Amérique du Sud avec des droits de douane élevés. Là, l'ambition de cet accord, c'est de baisser les droits de douane. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule condition qu'ils ont respectée pour le moment, c'est de pas mettre des hormones. On a fait un prélèvement sur une cargaison il y a quelques années et on a trouvé 20% d'hormones. Soi-disant, ils ont bâti des filières sans hormones pour exporter sur l'Europe. C'est absolument pas vrai. Juste, ils sont assez intelligents pour pas hormoner dans les 6 mois avant l'abattage pour éviter que ça se retrouve dans la carcasse et dans la viande finie. Ouais. Sauf que des fois, ils se ratent et que du coup, on se retrouve avec 20% d'hormones. Donc, penser qu'ils vont respecter des clauses miroirs alors que l'Europe n'a aucun moyen pour aller contrôler sur place la réalité des modes de production, c'est du pipeau intégral. Donc je veux dire, si on signe le Mercosur, vous pouvez avoir toutes les clauses miroirs que vous voulez dans le truc, ça ne sera jamais respecté, puisque ça ne l'est déjà pas aujourd'hui. Si on signe, mais on veut pas signer, sauf que l'Europe cherche toutes les méthodes antidémocratique pour imposer ce truc-là et pour sortir. Non, mais pour sortir. Je suis très heureux que tu dis ça. Non, je sais que tu es de bonne foi, mais je le dis depuis 2000. Mais ta famille politique et je me souviens de la campagne de Madame Hayé aux Européennes l'année dernière, où en gros c'était une sorte de bisounours, le monde bisounours de l'Union européenne, où c'était l'Europe. Et d'articulation des mots. L'Europe des libertés. Mais moi j'ai toujours. Si tu remettais un peu en cause ça, t'étais soit traité de stalinien, soit traité de fasciste. Moi je suis très clair. J'ai toujours tenu le même discours, même avant d'être député. Les clauses miroirs, ça peut trop vite se transformer en miroir aux alouettes. Donc pour moi, c'est totalement pas le sujet en fait. C'est pas du tout le sujet, parce que ça serait le sujet si l'Europe vraiment avait des moyens de contrôle et les utilisait à bon escient. Aujourd'hui, elle est toujours dans la naïveté libre-échangiste en expliquant que grâce à ça, elle va vendre des voitures, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, au Brésil. Donc on est là-dessus sur du dogme à l'état pur, et de toute façon, s'il est signé, c'est la disparition de l'élevage extensif du Massif central. Entre parenthèses, l'élevage le plus vertueux, c'est celui-là qui disparaîtra. L'élevage industriel disparaîtra pas. Les autres ne disparaîtront pas. Ils ont des modèles économiques qui sont solides. Il y a un truc qui est amusant, c'est que c'est finalement, plus on dit qu'on va faire quelque chose, moins on le fait. C'est-à-dire que vous avez, sur les dernières années, on a expliqué, on ne signera pas le Mercosur. Et vous avez Annie Genevard hier qui dit on va le signer, mais le mieux possible. Je comprends pas. On le signait pas, et maintenant on le signe, mais dans les meilleures conditions. Donc ça veut dire que finalement, quand on a annoncé qu'on le signerait pas, on savait qu'on le signerait, mais qu'on essayait juste de négocier au mieux. Puis il y a une vidéo là qui retourne depuis quelques jours avec Lula qui avait expliqué. Le copain Jean-Luc Mélenchon. Oui, il avait dit au président de la République que vous le vouliez ou non, on signera le Mercosur. Ouais, c'est ça. Et je passerai par la Commission européenne. Oui. Donc on est. Voilà. Il n'y aura pas de validation des États membres. C'est ça qui est. Mais ça, nous avons accepté. Il y a pas de surprise. On s'est fait dépouiller de tout ce qui était la souveraineté des États. On a dit c'est normal, on a voté. Ils vont même contourner le Parlement européen. On a voté que c'était la Commission européenne qui avait délégation pour les grands accords internationaux. Tout le monde s'y était, enfin une partie des gens ici s'y étaient opposés. Je sais de quoi je parle. Et finalement, on a expliqué que c'était mieux. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Ça serait mieux. Résultat des courses, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait des années qu'on dit les clauses miroirs ou les accords ne valent que pour ceux qui les écoutent, et que jamais les gens ne respecteront ces accords parce que ils ont besoin de faire une autre logique que la nôtre, c'est-à-dire hyper productiviste, et d'envoyer du stock. Et surtout parce qu'on n'a pas d'outil de contrôle, on s'est jamais donné de moyens de contrôler. Yves Damécourt, j'imagine que ça vous concerne. Le vin, nous, ça nous concerne au premier chef. Moi, en tant que viticulteur, parce que l'Amérique du Sud, c'est un marché qui nous intéresse. C'est le seul marché en progression en termes de consommation de vin. Et Nouvelle Énergie, ça nous intéresse parce que nous, on est partisans du libre-échange. Mais par contre, le libre-échange
c'est avec des conditions de production communes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de libre-échange s'il n'y a pas de conditions de production commune. Si les règles ne sont pas les mêmes, c'est un jeu de corne-cul. Ça n'est pas du libre-échange. Et donc, il faut arrêter de faire supporter aux gens qui sont pour le libre-échange ces traités qui sont un jeu de dupes. On est les dindons de la farce. À cause de la symétrie ? Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de libre-échange s'il n'y a pas de symétrie. Non, mais c'est ce que j'ai dit à ce moment-là. Il faut qu'on accepte en France d'avoir des fermes de 10 000 vaches et qu'on accepte d'utiliser tous les produits phytosanitaires et les traitements par avion. On en a déjà parlé ici, mais bon, le nombre de cas où les règles ne sont pas les mêmes, au sein même de l'Europe d'ailleurs. Voilà. Moi, je vous ai déjà raconté l'histoire de ce planteur de bananes en Guadeloupe. Quand la France, le Parlement français a interdit le traitement des bananeraies par avion, où on répandait de l'huile pour éviter la propagation des spores de cercosporiose noire, qui est la maladie du bananier. On a dit au département français, il n'y a plus de traitement par avion. Les Guadeloupéens et les Martiniquais ont vendu leurs avions à Saint-Domingue. Et donc Saint-Domingue traite en avion, et la banane de Saint-Domingue arrive en Europe avec le label bio. Donc si vous voulez, il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc on n'est pas d'accord en Europe sur tout ça, on a des règles différentes, on appelle bio différentes choses, et ensuite on importe des choses qu'on interdit chez nous. Et le vin c'est même pas valable. Ces histoires de corne-cul, elles sont même pas valables que dans l'alimentaire. Je discutais la semaine dernière avec un responsable d'une centrale d'achat européenne d'une grande chaîne de supermarchés. Il m'expliquait que L'Oréal, par exemple, fabriquait dans les mêmes usines en France des produits qui vendaient moitié prix en Allemagne par rapport au prix où ils le vendaient en France. Parce qu'en France, on est prêt à payer plus cher pour des produits de beauté, et donc il n'y a pas de raison. Et donc même au niveau de sa centrale d'achat, il n'est pas capable d'harmoniser son prix d'achat parce que L'Oréal lui explique, ben non, mais moi en Allemagne je le vends moitié prix parce que les Allemands ils vont pas mettre le prix que je le vends en français pour acheter le même produit. Mais voilà. C'est comme ça qu'on a développé des métiers de transitaires et qu'aujourd'hui il vaut mieux acheter une Peugeot en Pologne ou en Allemagne qu'en France, et que donc on développe un métier de gens qui vont acheter des voitures en française dans des pays étrangers pour les revendre aux Français moins cher parce que c'est 25%. Et après ça, on parle de l'Europe, du marché commun, mais comment est-ce qu'on peut faire un marché commun si on n'a pas de règles de production commune? Enfin, tout ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et en plus, on a transféré à la Commission les décisions. Et puis, à mon avis, il faut sortir de la naïveté et de l'idéologie et du dogmatisme en matière européenne. Qui a présidé qui continue d'ailleurs trop longtemps et de parler par mantra sur moi ça m'insupporte dès qu'on essaie d'avoir une critique basée sur des faits, sur l'Union européenne, sur le fait qu'il y a effectivement une domination allemande et que c'est pas de la xénophobie de dire ça, il suffit de regarder les faits, mais qu'on peut reconnaître aux Allemands, ce que je disais tout à l'heure, on peut reconnaître aux Allemands d'avoir compris le fonctionnement des institutions européennes et d'être là pour défendre les intérêts de l'Allemagne, c'est normal. Là où nous on a cette sorte de naïveté et de dire il faut et on finit d'un don de la farce. Tu oublies quand même un aspect psychologique. La France, pour une raison que j'ignore, s'est convaincue qu'il existait un couple franco-allemand. Vous allez en Allemagne, vous parlez du couple franco-allemand, les gens vous regardent avec des yeux comme des billes en vous disant ils ne comprennent absolument pas de quoi vous parlez. Il a existé, mais ça fait longtemps qu'il a existé à l'époque de Chirac, de Schröder, mais ça remonte à 25 ans. Les gens ne savent pas de quoi vous parlez. Les Allemands, ils connaissent pas l'histoire du couple franco-allemand, et nous, on continue de croire à cette fiction alors qu'on fait ni chambre commune et on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas une communauté de vie. Il y a un monde entre la France et l'Allemagne, c'est pas vieux, ça date de toujours. Ils ne voient pas le monde de la même manière que nous. Et ça plairait à Monsieur Mélenchon. C'est déterminé aussi par la langue et la façon dont vous concevez le monde. Le Weltanschauung sert aux Allemands. C'est la même chose pour les Anglais. Les Anglais, ils voient une rouge voiture quand nous on voit une voiture rouge. C'est pas la même conception du monde. Et ils ont pas la même façon de voir le monde. Ils se souviennent de leur histoire aussi, la Ligue hanséatique, tout ça, machin, etc. Ils ont d'autres intérêts que les nôtres. Et nous, on continue à se refuser comme une puissance maritime. On se refuse à se voir comme une puissance qui est présente partout dans le monde avec nos territoires ultramarins. On se refuse à se voir comme une grande puissance industrielle, ce qu'on a été pendant des siècles. On est dans un déni total et comme tu le disais, on rêve à des choses qui n'existent pas, à une Europe qui nous sortirait de tous les problèmes et à un couple franco-allemand qui est une fiction. Ouais, concrètement, pour les Français, ça veut dire quoi? Qu'on va bouffer du poulet aux hormones de la viande brésilienne. Le poulet aux hormones, on le bouffe déjà puisqu'on apporte 50% du poulet qu'on mange globalement. On a, grâce aux normes environnementales, on a complètement déstructuré l'élevage de poulet en France.
Et puis oui, à terme, ça sera de la viande aux hormones qui théoriquement n'est pas hormonée, mais si on la contrôle pas, elle sera hormonée de fait. Mais ça veut dire que si on veut pas manger de la viande hormonée, il faudra aller manger de la viande française, mais il y aura qu'une partie de la population qui aura les moyens de se l'acheter, parce que comme il y aura plus beaucoup d'élevages qui vont la produire, elle va être très très chère, quoi. Mais... Ouais. Vous savez, dans son dernier livre, Julien de Normandie raconte quand il faisait son service en Égypte, la coopération, et puis il s'occupait de jeunes enfants, et il y a un enfant qui avait de la fièvre, et donc il va voir un médecin, il dit qu'est-ce que je fais? Il dit faites-lui manger du poulet. Comment ça, faites-lui manger du poulet? Ben oui, parce qu'il y a des hormones dans le poulet, il y a des antibiotiques. Voilà, et donc ça va le soigner, faites-lui manger du poulet. Et donc voilà, quand il y a des antibiotiques dans tous les poulets, finalement, on finit par être résistant, on résiste aux antibiotiques. Et donc c'est tout un système qui derrière est mis à mal. Et donc voilà, soit on a des règles qui sont judicieuses et on les fait appliquer aux produits qu'on importe, soit nos règles ne sont pas judicieuses et on les supprime. Mais il faut qu'on soit sur un pied d'égalité avec tous ces pays. Oui, mais là on ne veut pas du Mercosur et on va l'avoir quand même. Exactement, parce qu'on a transféré, parce qu'en fait 80% du texte est de la compétence de la Commission. Et donc on va transiger sur les 20% qui restent. Et de toute façon, elle a toujours les moyens de découper le texte de façon à ce que ce soit même pas voté par le Parlement européen. Et quand on nous dit l'Europe, je rappelle que les fondateurs, pour eux, la Commission, c'était la bouche des États. Et donc c'est les États qui décident et la Commission qui exécute. Aujourd'hui, c'est la Commission qui est la bouche de l'Europe et c'est les États qui se plaignent. Voilà. Donc les États membres n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes d'ailleurs. Oui, absolument. On tape sur la Commission européenne à juste titre, mais elle a pris la place que les États ont bien voulu lui laisser. Oui, c'est ça. Et donc il n'y a pas l'Europe, il y a l'Europe que l'on veut et donc il faut à un moment ou à un autre peut-être se servir de nouveaux alliés au sein de la communauté européenne pour faire évoluer le rôle de la Commission. Et c'est du long terme, mais il faut y penser au long terme. Si on pouvait avoir des nouvelles des SMS de Madame von der Leyen, ça serait bien. Ouais, enfin là aussi, je veux dire, Mélanie qui est soi-disant hyper protectionniste et compagnie, elle est ok pour signer le Mercosur demain. Oui, aussi. Mais parce que l'Italie est une puissance industrielle, comme l'Allemagne. Ils font des machines-outils, etc. Nous, en France, on est une puissance agricole et agroalimentaire. Et donc, voilà, ça va pas dans notre sens. Et donc, ils vont trouver des majorités. Et comme maintenant, la majorité suffit pour faire adopter des traités. Voilà. Puis il y a des liens particuliers entre l'Italie et l'Argentine, l'Italie et le Brésil. C'est des pays où il y a des grosses communautés italiennes. Les socialistes espagnols et les portugais sont aussi d'accord pour signer le Mercosur. Pour les mêmes raisons. Petite page de pub et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Ce sujet dans l'actualité, moi je vais vous dire ce qui m'intéresse, c'est le mariage de Jeff Bezos à Venise. Alors le prix du mariage, le coût pour 5 jours, entre 10 et 50 millions d'euros. Oui, c'est ça, moi j'avais entendu 35. Donc voilà, mais les habitants de Venise et Vénitiens ont quand même gagné leur bras de fer pour le coup, puisqu'ils ne pourront pas se marier dans l'église de la Miséricorde. C'est surtout qu'ils avaient privatisé quasiment tout Venise et interdit à la population de se déplacer, quoi. Il est catholique, Bezos? D'accord. On vous pose des questions. Sûrement. Sûrement. C'est rien, je sais pas. Non, mais si c'est pour faire si c'était pour faire une cérémonie laïque comme ils font aux États-Unis, avec une espèce de bénédiction pourrie dans une église. Mais ils ont réservé une église, sachant que, en plus, elle, je crois qu'elle a déjà été mariée avant. C'est pour ça que une ou deux fois. Donc, c'est assez surprenant. Elle est sud-américaine. Elle a peut-être pas été mariée à l'église. Oui, je sais pas. Mais c'est vrai c'est possible. Mais c'est vrai qu'il y a une mise en place absolument phénoménale et on peut quand même s'interroger sur alors il a les moyens, mais sur cette débauche d'argent un peu indécente malgré tout. Oui, c'était au niveau du coût du mariage, je crois, des têtes couronnées, des plus gros mariages des têtes couronnées mondiales. Je crois. Si c'est de l'argent qui peut revenir pour partie à Venise, ce serait une bonne chose parce que c'est en train de tomber en ruine. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du boulot. Donc, si la commune de Venise peut récupérer une partie de cette somme, ce sera le bienvenu pour restaurer les bâtiments. Ouais, encore faut-il que ça aille effectivement. C'est des bâtiments privés. N'oublions pas que les règles italiennes sont pas les mêmes. Les palazzi appartiennent encore à des familles et que ce sont les familles très très riches vénitiennes qui n'entretiennent pas leurs biens. Et c'est ça qui se casse la figure. Et le droit de l'immobilier en Italie est très compliqué, comme on le sait. Et voilà, il y a aussi une responsabilité individuelle et privée des grandes familles italiennes.
Absolument. Les chèques vacances, aucun rapport. Hein. Les chèques vacances, presque. Le Conseil d'État donc a rendu une décision qui rétablit cet avantage pour les fonctionnaires de l'État qui ont cessé de travailler. Donc les fonctionnaires, certains fonctionnaires, ceux de catégorie C, visiblement, avaient droit à des chèques vacances quand ils sont à la retraite. Ouais. Ça avait été en 2023, c'est une décision en 2023. C'était Stanislas Guerini, je crois à l'époque, qui était ministre de la fonction publique, qui avait décidé de les supprimer. Effectivement, le Conseil d'État a rejeté la suppression suite au recours des syndicats de fonctionnaires. Parce que soi-disant, parlez bien dans le micro. Ouais. Parce que soi-disant le gouvernement n'a pas consulté les syndicats avant de prendre cette décision. Donc c'est un conseil. Le Conseil d'État rend une décision sur la forme plus que sur le fond. Mais sur le fond, enfin, je veux dire, c'est quand même difficilement défendable d'avoir aujourd'hui des retraités fonctionnaires qui ont une retraite garantie, alors qui est pas des plus aisés parce que c'est soumis à conditions de revenus quand même les chèques vacances, mais je pense qu'ils doivent les prioritairement aux jeunes actifs, qui n'ont pas forcément les moyens, plutôt qu'aux retraités qui sont finalement en vacances un peu tout le temps, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas. Oui, c'est étrange comme. Le concept même de vacances pour quelqu'un qui est à la retraite pose question. Donc, je sais pas si ce chèque vacances fait partie des revenus des retraités, que ça a été conçu comme ça et que ça fait l'objet d'une déclaration de revenus au moment de payer ses impôts. Bah, c'est une partie de la retraite. Voilà, maintenant, tout ça est toujours un petit peu compliqué à comprendre et il est urgent qu'on arrive à avoir une réforme sereine de nos retraites, qu'on arrive à une convergence entre les différents régimes. Enfin, je rappelle quand même que en agriculture, c'est sur l'ensemble de la carrière que la retraite est calculée, que dans le privé, dans l'autre économie, c'est 25 ans, que pour la fonction publique, c'est les 6 derniers mois, mais que pour la fonction publique ne rentre dans le calcul de la retraite qu'une partie des revenus, puisque en fait tout le système de primes, qui est illégal dans le privé, mais monnaie courante dans le public, n'est pas accepté pour le calcul de la retraite. Enfin, il y a un moment où les gens en ont un peu ras-le-bol, quoi, parce qu'en fait, ils ont toujours l'impression que l'autre est servi différemment que soi, et donc ce serait bien qu'on ait une espèce d'harmonie entre tous les régimes de retraite. Et que si, les fonctionnaires ont toujours eu des avantages particuliers, genre la préfond qui leur permet de cotiser par un système de capitalisation. Les fonctionnaires manifestent dans la rue contre la retraite par capitalisation alors que tous en bénéficient. Il y a un moment, il va falloir... Les fonctionnaires ont des avantages, mais ont d'autres désavantages. Je suis pas très à l'aise toujours avec ce... C'est quoi le désavantage, par exemple? Non, mais on va dire, dans ce cas-là, si les gens rêvent tant de ce statut, ils peuvent devenir fonctionnaires aussi, tu vois. Surtout qu'on en cherche. Surtout qu'on en cherche. Donc, je suis pas pour dire que les fonctionnaires sont forcément tous des privilégiés. Ils ont des avantages qui sont le fruit d'une histoire, et ils ont des revenus certaines fois qui sont plus faibles que dans le privé. Enfin, moi, je suis pas fonctionnaire, donc en plus, je suis à l'aise pour en parler. Plus trop aujourd'hui. J'ai jamais été fonctionnaire. Dans les profs, si quand même encore. Hein. Dans les profs, honnêtement, ma mère a été prof. Je peux vous dire que c'est quand même pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui rentre, vous allez faire serveur, vous êtes moins payé qu'un fonctionnaire. Non, mais je veux dire, ça dépend. Là, on compare, mais je veux dire, à niveau de diplôme équivalent, au niveau de responsabilité, les salaires sont plus importants dans le privé, mais il y a d'autres désavantages. Il y a une sécurité de l'emploi donc moi, je pense que ça se pondère un petit peu. Évidemment, les arrêts maladie avec un seul, non, mais évidemment, forcément, tu prends des cas très pas. Non, mais dans la fonction publique territoriale, c'est pas le, on va pas dire que tous les fonctionnaires sont des gens qui sont l'absentéisme dans la fonction publique et l'absentéisme dans le privé. Non, mais dans la fonction publique territoriale, dans des zones rurales comme la mienne, je veux dire, une secrétaire de mairie ou un adjoint technique, franchement, les salaires, ils font vraiment pas envie. Et donc, pour revenir sur l'histoire des chèques vacances, moi, je suis d'accord que il faut privilégier les jeunes actifs, qu'il y a beaucoup de jeunes actifs qui ont du mal à s'en sortir. On en a parlé plein de fois ici. Moi, je me suis fait insulter sur Twitter par plein de boomers, donc je suis pas là pour. Je suis tout à fait sur cette ligne-là. En revanche, là, il me semble qu'on parle pas vraiment de la même chose. Ça a l'air des chèques. Moi, je connaissais pas. J'ai découvert ça parce que je savais pas qu'il y avait ces chèques vacances. Mais de ce qu'on en voit, ça a l'air d'être quand même plutôt pour des retraités qui ont des toutes petites retraites. C'est un petit coup de pouce. Alors oui, ils sont en vacances toute l'année, mais ça peut peut-être permettre à des gens qui ont un quotidien qui est pas très qui est un peu morne, de pouvoir se faire un petit plaisir de temps en temps grâce à ces chèques vacances-là. Moi, pour le coup, je serais assez pondéré là-dessus. C'est pas. Non, mais on est toujours dans on parle pas de retraite chapeau. Mais dans l'absolu, on est toujours dans le bricolage. On est toujours dans l'à peu près. On est toujours dans le. Mais dans deux poids deux mesures. Toucher à ça, tu vois, c'est-à-dire que bon, c'est quelque chose qui existe. Ça fait des.
Je suis pas sûr que ça. Ils sont revenus, hein. Ils sont revenus sur la carte transport des anciens cheminots. Ça coûte si cher que ça. 2 millions par an. 6 millions d'euros en 2024, 9 millions d'euros en 2025. Ça permet d'économiser. Les anciens cheminots bénéficiaient d'une carte qui leur permettait de prendre le train avec des tarifs réduits. Ça a été raboté à mort, hein. C'est plus open bar comme ça l'a été, hein. Et pourtant, c'était un des avantages des cheminots. J'ai pas l'impression qu'on parle de gens qui soient, c'est ça que je veux dire, des gens qui soient horriblement privilégiés. C'est pas la question. De mairie ou le fonctionnaire de catégorie C et je sais pas un chèque vacances de 150 euros par an. Mais on parle pas du fond, on parle à la limite, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on parle du fonctionnement de l'État. On a appris ce matin que c'est les bidouillages, que la dette publique de la France a continué de croître en 2025. Le chiffre est tombé ce matin. Alors je sais même pas le dire. 3 milliards. C'est peut-être pas les chèques vacances des fonctionnaires de catégorie C qui 345 milliards. Elle a augmenté de 40 milliards en un an, ça tombe bien, c'est les 40 milliards que le Premier ministre va essayer d'économiser dans le prochain PLF. Il faut pas faire le raccourci en disant que c'est uniquement, tu vois, c'est une goutte d'eau. Non, bien sûr que c'est une goutte d'eau. Oui, mais si on s'attaque pas à toutes les gouttes d'eau, on n'arrivera pas à contrôler le fleuve. Est-ce qu'on avait besoin de s'attaquer à ça, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est un côté en plus un peu stigmatisant envers une population qui est pas privilégiée. C'est ton côté de gauche, ça. Il faut pas toucher aux fonctionnaires. Non, mais il faudrait catégorie électorale favorite. Il y a des choses qui sont symboliques et puis d'autres qui le sont moins, etc. Mais il faudrait que tout ça soit raisonné globalement. C'est ça, c'est plus sur le raisonnement global Les chèques vacances, c'est le fruit c'est avec les partenaires sociaux. Donc d'ailleurs en plus ce que disait Jean-Baptiste, c'est-à-dire que le Conseil d'État ils ont pas respecté le dialogue social parce qu'en fait ils sont passés en force. Donc à mon avis voilà, c'est ce que je disais, c'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit de d'accords entre les partenaires sociaux. Peut-être qu'il vaut mieux revaloriser les retraites ça c'est un autre sujet. Passer par des chèques, comme il vaut mieux revaloriser les salaires que passer uniquement par des primes qui ne sont pas prises en compte dans les retraites. C'est sûr. Voilà, on a fini, on n'a pas parlé de plein d'autres sujets. Mais on reviendra, vous reviendrez. Je voudrais dire quelque chose pour le déficit. Oui. Je ne connais pas d'État qui ait réussi à réduire leur dette en se donnant chaque année un objectif de déficit. C'est le brevet ce matin. C'est un bon sujet de réflexion. Vous avez raison. Hein. Je voyais qu'on était quand même le pays le plus endetté d'Europe. Enfin bref. Merci à vous, merci à tous les quatre et on se retrouve demain pour d'autres informations. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.